Salut Internet. Sur cette chaîne, on s'est intéressé à plein de pays différents. Et vous savez, le truc qui me fascine le plus en géographie et en géopolitique, ce sont les minuscules territoires, les tout petits bouts de terre qui ont tout fait pour être indépendants malgré toutes les complications que ça peut engendrer. Alors aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à ces warriors, ces zones qui font 5 terrains de foot et qui s'assoient à la table des mastodontes de la planète. Et ça tombe bien, c'est un des thèmes que vous avez le plus réclamé, alors perdons pas plus de temps. Mais avant ça, évidemment, disclaimer, les amis, je vais charcuter la prononciation de pas mal de choses. Je compte sur vous pour être indulgent et bienveillant quand vous allez me le faire remarquer en commentaire. Les îles Marshall sont donc à la 7e position des plus petits pays du monde. Vous n'en avez jamais entendu parler, pas de panique, c'est normal, ça va être le cas pour facile la moitié des pays d'aujourd'hui de toute façon. Îles Marshall donc, 181 km², c'est en gros Paris et Strasbourg réunis. En soi c'est assez impressionnant pour un petit pays, sauf que les îles Marshall, spoiler, ce sont des îles. Voilà, une trentaine d'atolls et plus de 1200 îles. Le tout éparpillé sur quasiment 2 millions de km². Je sais pas si vous vous rendez compte, en gros si vous êtes sur l'île la plus au sud et que vous voulez aller sur celle la plus au nord, ça équivaut plus ou moins à un voyage Rome-Berlin. Voilà, pour un pays qui fait presque 2 fois Paris, je vous rappelle. Vous commencez à imaginer le bordel niveau gestion, infrastructure, approvisionnement, télécommunications. Le pays se trouve dans le Pacifique Nord, juste ici, et quand on regarde, on peut plus ou moins distinguer 2 paquets d'îles. Celui de droite, c'est la chaîne de Ratak, qui signifie soleil levant, parce que ces îles sont à l'est, et de l'autre côté, c'est la chaîne de Ralik, qui signifie soleil couchant, parce que c'est l'inverse de l'Est. Pas de frontières terrestres avec qui que ce soit, mais évidemment des frontières maritimes avec la Micronésie, Nauru et les Kiribati. En 2018, aux îles Marshall, on comptait un petit peu moins de 60 000 habitants, la population de Neuilly-sur-Seine en gros. La ville la plus peuplée étant évidemment la capitale, Delap Uliga Tarit, qui se trouve sur l'atoll de Majuro et qui, en 2012, comptait 20 000 Marshallais. Ouais, le gentilé des îles Marshall, c'est Marshallais. Il y a plein de jeux de mots possibles avec. Je vous laisse partager vos meilleures créations en commentaire. Quoi qu'il en soit, Marshallais, c'est aussi le nom d'une des 2 langues officielles avec l'anglais. Ok, micro-point histoire parce que c'est important, mais gardez en tête que ce sont évidemment que des grandes lignes. Je peux pas rester 20 minutes sur l'histoire de chaque pays. Les premiers hommes seraient arrivés de Micronésie sur l'archipel il y a à peu près 3000 ans. Donc l'histoire du pays ne commence pas du tout avec la découverte des îles en 1529 par les Espagnols. Et ces îles, elles ont beaucoup changé de main. On passe des Espagnols aux Allemands en 1885, puis aux Japonais en 1914 et enfin aux Américains en 1944, avant de devenir indépendante en 1986. Le pays n'a pas d'armée, pas de marine, par contre il a son propre service de police, en plus de la base américaine qui se trouve sur l'atoll Kwajalein. Pour ce pays, la base c'est de savoir naviguer. Avant l'arrivée du GPS, les Marshallais utilisaient pour s'orienter les étoiles et ce qu'on appelle des cartes à bâtonnets, ça ressemble à ça. Sinon, un des plus gros problèmes du coin, totalement indissociable de l'histoire des îles Marshall, c'est le scandale des essais nucléaires faits dans les années 50 par les États-Unis. Beaucoup de cancers sur place sont directement liés à ces essais nucléaires, à tel point que le gouvernement américain est obligé de dédommager financièrement les victimes encore aujourd'hui. Alors on ajoute à ça la montée des eaux liée au dérèglement climatique et les cyclones hyper puissants, c'est malheureusement un des premiers pays qui risque de disparaître entièrement dans les décennies à venir. Dites-vous, même l'accès à l'éducation est galère. Quand t'habites sur un des atolls paumés, tu te tapes pas 300 km par bateau tous les jours. Bon, et puis petit fun fact pour finir, le bikini tient son nom de l'atoll de Bikini. En 1946, l'inventeur de ce nouveau maillot de bain était persuadé que ça allait faire l'effet d'une bombe dans le monde de la mode. 5 jours avant, le tout premier test de bombe nucléaire par les Américains avait eu lieu sur l'atoll de Bikini. Et ben bingo, le nom était tout trouvé. Et enfin, voici José Salvador Alvarenga, pour qui les îles Marshall sont synonymes de sauvetage. C'est un pêcheur salvadorien qui a passé 438 jours à la dérive en plein océan Pacifique, plus de 14 mois. Il s'est finalement échoué sur l'île d'Ebon en janvier 2014, souffrant de déshydratation et, je pense, d'un bon petit traumatisme psychologique. Voici le Liechtenstein, voilà, de loin, le pays le plus chiant à écrire, clairement. Il se trouve ici, coincé entre la Suisse et l'Autriche. Attention évidemment à ne pas le confondre avec la ville allemande de Liechtenstein qui se trouve en Saxe, ni l'autre ville allemande de Liechtenstein qui, elle, se trouve dans le Bade-Württemberg, et encore moins avec le célèbre zoologiste allemand Anton August Heinrich Liechtenstein qui écrivit entre autres, comme vous le savez, le best-seller Catalogus Rerum Naturalium Rarissimarum. Je vous jure, moi je le dévore tous les soirs ce bouquin. Donc, le
vrai Liechtenstein est bien en 6ème position aujourd'hui, car sa superficie est de 160 km², ce qui, vous allez voir, est bien grand par rapport aux 5 prochains de cette vidéo. Cette fois-ci, il faut s'imaginer Paris et Montpellier réunis. Vous l'avez vu sur la carte, on est en plein dans les Alpes, donc pas étonnant que le pays oscille entre 429 et 2599 mètres. Au Liechtenstein, 38 000 habitants sont répartis dans les communes liechtensteinoises, avec 2/3 de liechtensteinois. Et à côté de ça, il y a des lieux dans le monde qui s'écrivent en une seule lettre. Le tiers restant de la population, ce sont des Suisses, des Autrichiens, des Allemands, des Italiens, des Turcs, etc. S'il faut retenir un seul truc de ce pays, c'est la thune. La population est très très riche. Le PIB par habitant est quasiment 4 fois et demi celui de la France. Mais donc, comment ça se fait qu'il y ait un ovni pareil au milieu des montagnes? Eh bien, tout commence avec la famille Liechtenstein. Très grande ambition de leur côté niveau échelle sociale, mais malheureusement aucune possibilité d'accéder au pouvoir du Saint-Empire romain germanique. Donc il faut se rabattre sur autre chose. Aucun problème pour Johann qui achète ce domaine et ce comté. À sa mort, c'est son cousin qui hérite du tout et l'empereur Charles VI accorde le statut de principauté impériale au territoire. Messieurs dames, le Liechtenstein est né. Aujourd'hui, à part le côté impérial qui n'est plus là, c'est toujours une petite principauté perdue dans les Alpes. On commence à le comprendre, quand on gère un petit pays, il y a certains trucs basiques qui sont quand même pas mal compliqués. Par exemple, avoir un hôpital, bon c'est cool, mais pas avoir de maternité, c'est tout de suite moins cool. Après vous me direz, au moins il se pose pas la question du droit du sol. Bon et rassurez-vous, il y a pas de maternité, mais il y a quand même un McDonald's au Liechtenstein, parce que faut pas déconner. Enfin bref, le Liechtenstein c'est un concentré de clichés. Beaucoup de vin, des châteaux, des montagnes, du fric, une équipe de foot à la 186e place du classement FIFA, et pourtant, il s'en sort bien. Et ce depuis des siècles. Tiens, et je vous avais déjà sorti ce fun fact, c'est le seul pays avec son frérot l'Ouzbékistan à être doublement enclavé. Ils n'ont pas d'accès à la mer et aucun de leurs voisins non plus. Quand on nous parle d'un pays enclavé en Italie, on pense généralement au Vatican, mais il faut pas oublier le bon Saint-Marin, un petit peu plus au nord. La plus vieille république du monde en plus. Sa constitution actuelle existe depuis l'année 1600. Mais ouais, Saint-Marin est pareil, comme le Vatican, totalement enclavé dans le territoire italien. Là c'est l'Italie, là aussi, là aussi. La frontière fait en tout 39 km de long et la superficie du pays est de 61,2 km². Donc si vous prenez Paris, ça fait à peu près tout ça. Et dans cet espace, ils ont quand même réussi à caler 9 communes, dont la capitale, au nom très original, Saint-Marin. Comme le Liechtenstein, aucun accès à la mer. Bon, là pour le coup c'est dommage, on est juste à 10 bornes de la mer Adriatique, et ça aurait un petit peu changé l'histoire du pays. Un accès à la mer, c'est du commerce, des conquêtes, etc. En 2020, plus de 33 000 habitants ont été recensés. 80% de Saint-Marinais, à peu près 12% d'Italiens, et 8% d'autres. Voilà, j'imagine qu'il y a peut-être un Français dans le lot, peut-être même un Liechtensteinois, on sait pas. La langue officielle est l'italien, mais la vieille génération parle aussi un dialecte de ce coin d'Italie, le romagnol, qui ressemble à ça. Lì la lavora in quel che differente, la lavora con I bambini, la lavora. Je vous l'ai dit, la République de Saint-Marin existe depuis le XVIe siècle, mais en fait le mont Titano, il est occupé depuis bien plus longtemps que ça. Marinus, le fondateur de Saint-Marin, se serait réfugié sur les hauteurs de Titano vers l'an 300, où il aurait été rejoint par d'autres chrétiens persécutés par l'empereur romain. Ensemble, ils ont formé la communauté chrétienne de Saint-Marin. Au XIIIe siècle, ils avaient déjà écrit leurs lois dans une première constitution, et aujourd'hui c'est la 6e constitution qui est en vigueur, la fameuse qui date de 1600. Croyez-moi, c'est très vieux, 1600. Notre constitution française actuelle, elle date de 1958. Ça c'est déjà beaucoup moins vieux. Autre point intéressant, malgré sa petite taille, Saint-Marin a une armée, et une des plus vieilles. Son corps d'arbalétrier date de 1295. Au total, l'armée se compte seulement en dizaines de soldats, mais quand même. Sinon, le célèbre Grand Prix automobile de Saint-Marin n'avait pas lieu à Saint-Marin, mais à 100 km de là. Et me dites pas que c'était une histoire de place, Le Grand Prix de Monaco, je suis pas certain qu'il ait lieu à Trouville. Ah ouais, et pour finir, on parlait de foot avec l'équipe du Liechtenstein vachement mal classée. Bon, mais l'équipe de Saint-Marin, elle est 210e sur 210 au classement FIFA. Tuvalu est un archipel qui se trouve ici, un petit peu plus au sud que les îles Marshall, de l'autre côté de l'équateur. On est encore sur un pays composé de plusieurs petits atolls et dont la surface totale est de 26 km². C'est pas beaucoup, 26 km², ça fait 4 arrondissements parisiens. La capitale est l'atoll de Funafuti, où se trouve le plus grand village du pays, Vaiaku. Déjà en soi, c'est marrant de se dire que c'est pas une ville la capitale, mais tout un atoll. C'est là aussi que se trouve l'unique piste d'atterrissage du pays. Vous savez, là où les gens jouent au foot le soir. Mais si, je vous en ai parlé dans ma vidéo 197 lieux les plus exceptionnels et symboliques du monde. C'est simple, pour se faire une idée de la petitesse du pays, on ne peut venir à Tuvalu par les airs
que depuis les îles Fidji. Typiquement, perso, je devrais faire La Rochelle-Paris, Paris-Singapour, Singapour-Sydney, Sydney-Nadi, Nadi-Suva, Suva-Funafuti. Évidemment, il y a que quelques avions par semaine, l'ensemble doit certainement te prendre 4 jours et bien vider ton portefeuille. Et pourtant, Tuvalu a une frontière avec la France, une frontière marine avec la collectivité d'outre-mer de Wallis et Futuna, c'est quand même stylé. Le pays compte un petit peu plus de 11 000 habitants. Comme pour les îles Marshall, Tuvalu a eu une présence humaine bien avant l'arrivée des colons espagnols. De 1892 à 1978, l'archipel est sous protectorat britannique. Cependant, malgré son indépendance, la reine d'Angleterre est toujours la reine de Tuvalu. C'est assez technique, mais le Tuvalu est bien un sujet de Sa Majesté. C'est pas un sujet du Royaume-Uni, juste de la reine. J'en avais parlé dans la vidéo sur le bordel de l'Empire britannique, si ça vous intéresse. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la tête de Tuvalu se trouve un premier ministre, ce monsieur en l'occurrence, et il n'est rattaché à aucun parti politique, parce qu'il n'y a pas de parti politique à Tuvalu. Il n'y a pas de rivière ou de source d'eau douce non plus d'ailleurs. L'eau potable du pays vient de la pluie ou d'autres pays, tout simplement. Et puis pareil, il n'y a pas vraiment d'agriculture non plus, parce que on est sur des îlots de la taille de 3-4 terrains de tennis en même temps. Et pourtant, on retrouve quand même un légume traditionnel de là-bas, le taro géant des marais. Chose ultra insolite, plus de 20% des revenus du pays proviennent de l'exploitation du nom de domaine qui leur est réservé, .tv. Mais bon, malgré ça, Tuvalu reste quand même un pays très pauvre, qui se fait en plus très rapidement grignoter par la montée des eaux et qui cherche déjà des solutions pour exiler sa population. C'est triste, mais vu qu'il n'y a aucune île volcanique dans l'archipel, impossible de se réfugier en hauteur. Le plus haut point de tout le pays est à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Bref, vous savez quoi, continuez de regarder Twitch parce que c'est un .tv et dans la pratique, il y a quand même un petit peu de sous qui retombent dans la poche de gens à l'autre bout du monde. Et on va pas bien loin pour le numéro 3. Finalement, c'est pas un cliché que l'Océanie est constellée de petits pays, mais promis, c'est le dernier de la zone. Et cette fois-ci, on parle pas d'un archipel, mais d'une seule toute petite île. 21,3 km². Ça rentre dans le 13e arrondissement de Marseille, Nauru. Et croyez-moi, c'est un pays qui me fascine. Sa géographie, son histoire complètement folle. Je visiterai forcément ce pays un jour dans ma vie. Non mais je veux dire, regardez ces paysages, cette lagune au centre, toutes ces installations abandonnées. Et puis, son histoire. Accrochez-vous bien. 19e siècle, c'est malheureux, mais les différentes tribus locales s'entretuent. Les Allemands, ils voient ça et ils se disent que y a peut-être un petit coup à jouer là. Ils débarquent sur Nauru, colonisent la zone, évangélisent un petit peu tout ça et surtout font une découverte qui changera à jamais ce tout petit territoire. Une énorme quantité de phosphate due au guano des oiseaux marins, leur caca si vous préférez, qui est devenu un minerai. Alors on creuse, on installe un train, on extrait, on emploie, on mine, on exporte. Entre-temps, l'île est passée entre les mains des Australiens, puis des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, puis des Australiens avant de finalement prendre son indépendance. Et à partir de là, Nauru devient richissime. Regardez cette courbe de population à partir des années 50. L'île se métamorphose. On y importe de tout. On pouvait même y acheter du caviar à un moment. Nauru devient le 2e pays le plus riche du monde, juste après l'Arabie Saoudite, avant que tout ça s'effondre. C'est malheureux, mais d'un seul coup, le phosphate ne vaut plus rien, l'extraction coûte trop cher et c'est la débandade absolue. Corruption, pauvreté, situation sanitaire catastrophique. De vraies montagnes russes pour les quelques milliers d'habitants du pays. Nauru s'affiche aujourd'hui comme un des pays les plus pauvres du monde. Et maintenant, un seul et unique aéroport, un seul et unique hôpital, une dizaine d'écoles qui se battent en duel. Dites-vous, c'est tellement catastrophique, pour gagner un petit peu de sous, Nauru loue ses terres pour y stocker les demandeurs d'asile refoulés d'Australie. Non mais je sais, c'est border comme situation, mais qu'est-ce que vous voulez? Pas de bol, votre nom de domaine c'est .nr et pas .tv. L'Europe est notre destination finale pour les 2 derniers du classement. Et là, croyez-moi, on rentre vraiment dans de l'ultra petit. Monaco, c'est 10 fois plus petit que Nauru. 10 fois pour 3 fois plus d'habitants. Par contre, on n'est vraiment pas du tout dans la même densité. En regardant la carte, on pourrait se dire que, bon, ça va, au moins il y a 3 zones vertes, des jardins, des parcs peut-être. Switch en vue satellite et... ouais, bon, ok, ça a l'air à la limite d'être un mini-parc, mais ça, clairement, c'est le stade et ça, le cimetière. Ouais, c'est compliqué de tout caser sur une aussi petite surface. Alors imaginez transformer chaque année les rues de ta ville, pays, en énormes circuits de courses automobiles. C'est tellement un exploit. Du coup, la question est assez légitime. Comment un état indépendant comme Monaco peut apparaître? Petit rembobinage, et nous voilà le 10 juin 1215. Moment où Fulco de Castello, un chef de guerre de l'empereur Henri VI du Saint-Empire, s'installe sur le rocher de Monaco et reçoit toutes les terres environnantes en cadeau. Puis, en 1297, arrive le seul, l'unique, le célèbre
François Grimaldi. Mais si, je vous en ai parlé dans ma vidéo des 197 lieux les plus exceptionnels et symboliques du monde. En gros, le mec parvient à rentrer dans la forteresse déguisé en cheval... Ah non, pardon, ça c'est pas la bonne légende. Lui, il est rentré déguisé en moine franciscain et il a ouvert la porte à ses soldats pendant la nuit. C'est comme ça que la ville est passée aux mains des Grimaldi. Alors ok, Gênes la reprend pendant 30 ans, mais pas d'inquiétude, Charles Grimaldi récupère Monaco et reçoit en bonus pour sa bravoure pendant des batailles les territoires de Menton et de Roquebrune. Bon, plus tard il y a la Révolution, Monaco intègre la République française pour en ressortir en 1814, puis Menton et Roquebrune demandent leur rattachement à la France en 1848. Il y a pas mal de règles compliquées à Monaco. Par exemple, naître à Monaco ne fait pas du tout de vous un monégasque. Le droit du sol n'existe pas, il n'y a que le droit du sang. Sinon, autre truc qui a pas beaucoup de sens, le pays est connu pour son casino et son attrait mondial pour les jeux d'argent, mais il est totalement illégal pour les citoyens monégasques de jouer à Monte-Carlo. Et si vous vous êtes toujours demandé pourquoi il y a autant d'ultra riches là-bas, je rappelle quand même qu'en 2017, 30% de la population était millionnaire, et ben c'est tout simple, il y a ni impôt sur le revenu, ni impôt sur la fortune, ni taxe foncière, ni taxe d'habitation pour tous les résidents, sauf les ressortissants français. Voilà, et c'est dommage, moi qui pensais avoir trouvé un bon plan. Sinon, dernier fun fact, qui est vraiment trop marrant, l'équipe officielle de Monaco, l'équipe du pays, est quand même bien moins connue que l'équipe de Monaco qui joue en Ligue 1. Cette dernière joue bien à Monaco, dans un super stade, alors que l'équipe officielle du pays, je le rappelle, officielle, elle ne joue pas à Monaco, mais à Cap d'Aille, c'est la ville juste à côté. Son stade d'entraînement est même juste de l'autre côté de la rue. Franchement, quand l'équipe nationale de ton pays a droit à un stade tout petit, même pas dans l'enceinte de ton pays, c'est peut-être que ton pays est pas bien grand. Il numero uno, il paese più piccolo del mundo, le plus petit pays du monde, le plus petit état, le plus petit, le plus petit, ok? Sa superficie est de 0,439 km², c'est rikiki. Non mais les gars, même Saint-Thiébaut, au fin fond de la Haute-Marne, et ses 237 habitants, c'est plus grand. Vous imaginez si demain Saint-Thiébaut devenait indépendant? Un pays à part entière? Genre, je sais pas moi, ici, on construit un château avec des petits jardins à la française, on met 4 postes de douane, là et là. Un petit train, tiens, pourquoi pas, qui fait le tour du pays. Puis évidemment, on installe un bureau de poste à côté de l'auberge du Cheval Blanc. Bon, par contre, peut-être qu'on renomme diminutif. C'est peut-être too much, ça. Non mais franchement, il a l'air trop cool, ce village, avec sa fontaine vert pomme. Seul petit problème, juste de l'autre côté de notre frontière, on a la divine fromagerie qui me donne beaucoup trop envie. Moi, je vous propose, tout simplement, on l'annexe, on la colonise, on étend un petit peu nos frontières. Non mais les gars, il y a même un distributeur de billets, c'est mieux que Tuvalu. J'ai peut-être dévié un petit peu du sujet, là. Le Vatican, non, on disait. En plus d'être tout petit, le Vatican n'a qu'environ 450 habitants. C'est pas beaucoup pour un pays, D'ailleurs, c'est le pays le moins peuplé du monde. Dites-vous, il est si petit qu'il est enclavé dans la capitale italienne, Rome. Un pays enclavé dans une ville. L'histoire avec un grand H du Vatican commence avec le premier pape, mais on va sauter 300 ans et arriver directement à Sylvestre Ier qui reçoit la donation de Constantin. Ce cadeau devait montrer la volonté de l'empereur romain de faire cesser les discriminations envers les catholiques. S'en est suivi beaucoup de changements de territoire avec les états pontificaux. Quoi qu'il en soit, entre l'histoire bordélique des papes et celle de leur territoire, il va peut-être falloir qu'on s'y penche un petit peu plus en détail un jour, mais pas aujourd'hui, vraiment, on n'a pas du tout le temps maintenant. En 1870, les états pontificaux cessent d'exister. La cité du Vatican est elle créée avec les accords de Latran en 1929. Le Vatican, c'est le support territorial du Saint-Siège. C'est le territoire du pape et de ses ministres. Et le pape, c'est un monarque absolu, genre Louis XIV, ou Mswati III, pour être un petit peu plus à jour. Si on veut parler en entité juridique, il y en a deux, le Saint-Siège et l'État de la Cité du Vatican. Le Saint-Siège, c'est celui qui entretient toutes les relations internationales, et le gouvernorat de l'État du Vatican s'occupe lui de toutes les affaires intérieures, comme la douane, les plaques d'immatriculation, les pompiers, la gendarmerie, etc. Et attention, quand je dis gendarmerie, je parle pas de la garde suisse pontificale. Eux, ils sont uniquement chargés de la sécurité du pape, et elle existe depuis 1506. Et oui, ça s'appelle la garde suisse, les gars sont tous suisses, parce que les mercenaires suisses ont pendant longtemps vendu leurs services dans les armées européennes, mais oh, ça suffit peut-être là de digresser. Non, le corps de gendarmerie de l'État de la Cité du Vatican gère certes la sécurité du pape, mais aussi du pays et de l'application des lois sur le territoire. C'est la police du Vatican en gros. Et comme les gardes suisses, ils sont obligés d'être célibataires pour être recrutés. Tout ça pour dire que les habitants, c'est soit les membres du clergé, soit les gardes suisses, soit les gendarmes, donc que des hommes. Et pas besoin de maternité au Vatican. De toute façon, on n'aurait pas eu la place. Alors, question importante, comment on obtient la nationalité vaticane? En fait, elle
s'ajoute forcément à votre nationalité de naissance parce que vous ne pouvez avoir la citoyenneté vaticane que si vous y travaillez et elle vous est automatiquement retirée dès que vous avez fini votre travail. Ça limite les possibilités. Sinon, le Vatican a sa propre radio, Radio Vatican, une seule gare avec 2 voies ferroviaires, 11 musées remplis à ras-bord, une bibliothèque vieille de plusieurs siècles, les archives apostoliques du Vatican et dans les appartements privés du pape, sa bibliothèque privée qui n'est accessible que par lui. Mais surtout, il n'y a pas de Google Street View, moi qui adore ça. Je veux dire, même à Saint-Thiébaut, il y a Google Street View là, ça suffit un petit peu. Qu'est-ce que j'aime vous faire ce genre de vidéo. Vous êtes très nombreux à me dire que vous adorez quand on parle de géographie, alors bon, là normalement, vous devez être servi. Surtout qu'à la base, c'était votre volonté ce thème. Et il y en aura forcément d'autres. Le reste des top commentaires de la vidéo 7 frontières insolites dans le monde voulaient des vidéos sur la Géorgie, l'Égypte, la Mongolie, le Népal, l'Islande, le Liechtenstein, Madagascar, la Pologne, les Émirats Arabes Unis. Donc clairement, on a de quoi faire. Je ferai sûrement bientôt un sondage dans l'onglet communauté pour qu'on choisisse le prochain tous ensemble. Sinon, certains d'entre vous l'ont sûrement remarqué, mais la carte utilisée pour les transitions, c'est la même que celle de mon dernier livre, qui est toujours dispo un petit peu partout d'ailleurs. Il en reste un petit peu de stock dans ma boutique en ligne, seul endroit où vous pouvez le trouver dédicacé. Voilà, c'était le petit instant auto-promo. Si la vidéo vous a plu, pouce vers le haut et surtout on s'abonne messieurs dames s'il vous plaît. Moi, je vous laisse là et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Salut Internet.